Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Semaine qui s'achève avec des chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient très attendus, ce qu'on appelle l'inflation PCE. Il y a deux grosses mesures d'inflation aux États-Unis, l'inflation IPC, donc un CPI, donc très surveillée par la Fed, mais aussi une autre mesure qu'on appelle l'inflation PCE, et celle-ci est très surveillée pour sa partie corps notamment, c'est-à-dire sa partie hors alimentation et hors énergie. On a donc des chiffres qui ont été un petit peu meilleurs qu'attendus, 4,6% pour le chiffre annuel versus un consensus à 4,7% et 4,7% qui était également le chiffre précédent, donc une surprise à la baisse, donc plutôt une bonne surprise qui montre que l'inflation continue de ralentir. Dans le même temps, on a également des publications de statistiques sur le revenu personnel ou la consommation des ménages américains qui montrent là aussi que par rapport au mois précédent, on a un ralentissement. Donc on a toujours des chiffres qui, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant, vont quand même dans le sens d'un ralentissement des pressions inflationnistes aux États-Unis et d'un ralentissement, et là c'est un peu plus récent notamment, de la consommation et des salaires qui progressent un petit peu moins fortement qu'attendu. Donc ça va quand même dans le bon sens. Nous sommes toutefois toujours sur une analyse à court terme, on va dire, qui n'est pas très simple. De manière globale, on peut dire que la majeure partie du risque lié à l'inflation est quand même plutôt derrière nous, parce que l'inflation américaine baisse maintenant depuis déjà plusieurs mois, même plusieurs trimestres, que le pic inflation a bien été identifié, et que donc ça va pousser la Fed, et on l'a bien compris dans les derniers messages, les dernières réunions, la dernière réunion notamment, que, notamment après l'épisode de stress bancaire, que les hausses de taux allaient peut-être se poursuivre. Ça, moi, je mets beaucoup de réserves là-dessus, mais la Fed continue de véhiculer un peu ce message que il y aura encore probablement quelques hausses de taux, même si le marché, lui, n'est pas très convaincu. Effectivement, on est déjà, on rappelle, sur un haut de fourchette de taux aux États-Unis pour la Fed qui atteint 5%. Donc la question, c'est est-ce qu'on passera au-delà de 5%, sachant qu'il n'y a pas de réunion au mois d'avril et que la réunion aura lieu au mois de mai. Donc le sentiment quand même qui prédomine, c'est qu'on est très proche de la fin du cycle de hausse de taux de la Fed, et que soit on est déjà au taux terminal, c'est-à-dire qu'on a déjà atteint ce taux final, soit on aura encore peut-être une hausse de taux de 25 points de base seulement au mois de mai. Mais donc pour le marché, le sentiment reste quand même à moyen terme, on va dire, globalement positif, parce qu'on a ce sentiment que sur l'inflation, le plus dur a été vu et que probablement les questions de relèvement de taux de la part de la Fed ont déjà été vues. Simplement, c'est pas aussi binaire que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, formidable, donc achetons tous les actifs, actions ou autres, et jouons la reprise forte des marchés, mais il y a quand même un élément qu'il faut ne pas perdre de vue, qui ne doit pas être non plus complètement bloquant. Mais c'est un élément lié à la vitesse de baisse en fait, de l'inflation. On va expliquer pourquoi. Et notamment avec le cas européen, par exemple. Ce qu'on remarque, c'est que l'inflation globale, qui inclut tous les items, baisse, notamment en Europe, assez fortement. On a eu des très bonnes surprises cette semaine. L'Espagne, notamment, avec une inflation qui revient vers les 3%. On a également pour la France, alors ça baisse, c'est pas spectaculaire, mais ça baisse quand même. On voit que pour l'Allemagne, il y a une baisse là qui est assez marquée, notamment. Et ça, c'est pour l'inflation globale. Mais quand on regarde l'inflation corps, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et hors énergie, donc une inflation qui est plutôt de nature dans les services, en fait, là, on remarque, et notamment dans les pays européens, où malgré tout, l'inflation global a baissé, on remarque quand même que l'inflation corps reste relativement élevée. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que les banquiers centraux ne peuvent pas non plus complètement baisser la garde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a eu de très belles surprises sur l'inflation globale, donc ça y est, le cycle de redressement va s'arrêter. Donc ça, c'est l'élément qui peut quand même venir peut-être un peu freiner l'appétit pour le risque pour les actifs actions de manière vraiment régulière et tendancielle, à savoir une redescente de l'inflation, un ralentissement de l'inflation qui est plus fort sur la partie globale, mais pas assez fort encore sur la partie corps. En revanche, on sait que historiquement, c'est très souvent ce qui se passe. Il y a d'abord un fléchissement de l'inflation globale, et ensuite, vous avez un fléchissement de l'inflation corps. Il y a ensuite un deuxième raisonnement qui nous pousse à croire qu'effectivement l'inflation corps va également partir à la baisse dans les mois qui viennent, c'est que, et notamment celle qui est inclue dans les services, parce qu'il y a toujours ce décalage lié à la crise Covid. Il faut se souvenir qu'au début de la crise Covid, l'inflation est plutôt après la crise Covid. Donc une fois que l'économie est repartie, etc., on a d'abord reconsommé des biens avant de reconsommer des services. Et on a vu que l'inflation est d'abord apparue dans les biens, par rapport à toutes ces questions d'offres qui n'étaient pas
pas suffisante par rapport à la demande, par rapport à des coûts de transport, à des raretés, des usines qui étaient fermées en Asie, etc. Donc une rareté de certains composants, de matériaux ou autres, qui faisait que l'inflation a d'abord grimpé sur la partie des biens. Et ensuite, quand le déconfinement ont eu lieu à peu près partout, eh bien l'inflation a commencé à progresser dans les services parce qu'on a changé de mode de consommation, on a un peu moins consommé de biens, toujours beaucoup, mais la consommation s'est ensuite portée sur les services. Et donc l'inflation a progressé dans les services. Donc il semble aussi normal par rapport à la cadence de la reprise post-Covid et par rapport à la cadence et au rythme d'apparition de l'inflation et c'est ce qu'on voit actuellement, on voit que l'inflation dans les biens est clairement très ralentissante ces derniers temps, et ça dans les services, c'est pas encore le cas, si vous voulez. Mais cette désynchronisation au niveau de la reprise, si vous voulez, en termes de biens par rapport aux services, et donc d'apparition de l'inflation, laisse aussi penser qu'il est normal d'avoir une inflation dans les services qui ralentisse après l'inflation dans les biens. Parce que là, si vous regardez les compositions d'inflation, on voit bien que ce qui contribue à faire ralentir l'inflation, c'est surtout la partie de l'énergie, la partie liée aux biens, mais la partie des services, elle, continue par contre d'être toujours assez tendue, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Donc il y a à la fois ces questions un petit peu de synchronisation, mais ce qui nous intéresse, nous, d'un point de vue d'analyse marché, c'est est-ce que le marché a conscience de ça et va donc estimer qu'il faut simplement attendre un petit peu et peut-être encore ou encore, peut-être pas beaucoup, mais qu'au deuxième trimestre, et je le pense, qu'au deuxième trimestre, on aura de meilleurs signaux sur les services, ça, je pense que ce sera le cas. Donc est-ce que le marché peut continuer à rallier, donc à grimper, en attendant d'avoir ces chiffres meilleur sur les services, d'une inflation qui serait moins forte sur les services, est-ce que le marché peut continuer à rallier sur les bases des derniers jours, et on reparlera un peu du stress bancaire après, ou est-ce au contraire, ça va, cette question d'une inflation core qui n'est pas encore bien visible en termes qui ne se détend pas en fait pour l'instant, ou très peu, est-ce que ça va pas être un frein pour les marchés, considérant que donc que les banques centrales, même si elles ne relevaient plus beaucoup les taux, mais les laisseraient quand même assez élevés quelque temps, le temps d'avoir un vrai pivot de l'inflation dans les services, et ça effectivement pour certains actifs un peu à risque, ou même les actions globalement, ce serait pas forcément quelque chose qui stimulerait très, très rapidement les actions. Et donc il est possible qu'on commence à arriver dans une phase où on ait encore besoin de consolider en fait sur les marchés, parce que là on parle encore il y a quelques jours du stress bancaire. Il y a encore 10 jours, c'était la panique sur les valeurs bancaires. Et puis là, on en parle moins parce qu'effectivement, les cours de bourse se sont en tout cas, ont arrêté leur chute. Il y a eu des rebonds sur les indices. Il y a des choses quand même assez spectaculaires qu'on a vues en quelques jours. Par exemple, le fait que la volatilité des marchés actions, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, soit retombée cette semaine sur les niveaux que nous connaissions en termes de volatilité avant l'éclatement du stress bancaire, avant l'apparition du stress bancaire. Donc d'un point de vue de la volatilité marché, tout l'épisode de stress bancaire a été effacé. Et sur même certains indices, on reprend le cas du CAC 40 par exemple, le CAC 40 avait donc commencé à décrocher le 9 ou le 10 mars à la baisse par rapport à cette apparition du stress SVB, Silicon Valley Bank, et puis ensuite les autres derrière, Crédit Suisse. Eh bien, si vous regardez le CAC 40 cette semaine, il est venu combler le gap, c'est-à-dire que dans la phase de stress du début du mois de mars lié aux banques, il y avait ce qu'on appelle des gaps à la baisse, c'est-à-dire que le marché avait ouvert par rapport au cours de clôture de la veille, avait ouvert nettement plus bas, si vous voulez. Et donc, ça a créé un trou de cotation, on appelle ça un gap. Et bien là, cette semaine, et au moment où on enregistre ce podcast, donc là, on est vendredi et il est 15h au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien on a comblé ce gap, c'est-à-dire que le CAC 40 a récupéré complètement la baisse liée au stress bancaire. C'est pareil pour le DAX notamment, et c'est pareil pour certains indices américains également. Donc on voit que d'un point de vue marché, la partie stress liée aux banques a été effacée. Alors ça c'est plutôt pas mal parce que c'était notre scénario de dire voilà, on ne pensait pas qu'il allait avoir non plus un incendie global sur les bancaires qui allait se transformer en crise des subprimes. Et on avait expliqué pour quelles raisons on ne pensait pas ça, que notamment le fait que les banques centrales interviennent rapidement, qu'elles interviennent sur la liquidité, que les gouvernements aussi rentrent dans le jeu pour accélérer les fusions, par exemple Crédit Suisse, UBS. Voyez, donc on avait ce sentiment que ça allait quand même pas dériver sur quelque chose en mode 2008-2009, crise des subprimes. Après, la question qu'on doit quand même se poser à ce stade, sans vouloir être pessimiste, l'idée n'est pas là. Je pense que, encore une fois, on est plutôt dans un ordre de questionnement de est-ce qu'on doit encore un peu consolider avant d'aller plus haut ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir repris comme ça en ligne droite toute la baisse liée aux banques et qu'on revienne donc sur le CAC à des niveaux assez élevés, etc., est-ce que c'est achetable pour aller chercher ensuite les 7004 et puis les 8000 points sur le CAC 40 de manière assez linéaire, ou est-ce qu'on n'aura pas droit encore pendant peut-être plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, à des phases d'hésitation, c'est-à-dire où le marché peut récupérer 7, 8, 9% et puis en reperdre 6, 7 et puis en reprendre 7, 8, vous voyez, des phases qu'on qualifie de consolidantes en fait, où il n'y a pas vraiment de momentum qui s'installe. Et moi il me semble qu'on a actuellement un peu les conditions pour ça.
C'est-à-dire qu'il y a autant d'arguments du côté des haussiers par rapport à ce qu'on vient de décrire sur l'inflation qui ralentit, notamment l'inflation globale, des bonnes surprises en Europe, etc. Et le fait que les banques également se soient un peu mieux, en tout cas que la volatilité liée aux banques se soit tassée. Ça, c'est quand même plutôt de bonne nature, si vous voulez. On a même des statistiques sur la Chine, par exemple. Là, on a encore eu des PMI qui sont tombés en fin de semaine, qui montrent que la reprise se passe quand même en Chine. C'est pas délirant, notamment dans le secteur manufacturier, mais les PMI manufacturiers progressent. Donc, les indices d'activité du secteur manufacturier progressent. Dans les services, ça progresse également. Donc, la reprise en Chine se fait tranquillement, mais se fait. Bon, ça, c'est plutôt bullish, c'est plutôt des choses assez haussières sur du moyen terme. Mais le court terme, voilà, ça reste un peu ces préoccupations liées à la vitesse de redescente de l'inflation, en fait, de ralentissement de l'inflation celle qui est vraiment liée au service, et puis aussi des questions sur, on peut toujours se poser un petit peu d'interrogation sur le secteur bancaire sans être horriblement inquiet. Je vais expliquer pourquoi. On a eu cette semaine des chiffres liés au bilan de la Fed. Vous savez que la Fed est intervenue et a prêté de la liquidité aux banques qui en faisaient la demande. Donc ça a eu pour conséquence de faire gonfler son bilan d'à peu près 400 milliards de dollars en l'espace de 2 semaines. Et ce qu'on regarde désormais depuis 3 semaines maintenant, chaque semaine le jeudi, vous avez le détail du bilan et le détail surtout des mesures de financement et les volumes. Et ce que l'on a vu cette semaine, c'est que les financements d'urgence pour les banques ont un petit peu baissé par rapport à la semaine précédente, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais si vous additionnez tous les types de financement disponibles via la Fed pour les banques ou pour ce qu'on appelle les swaps également de liquidités à l'étranger, également pour d'autres entités à l'étranger, on remarque quand même que le montant global de la liquidité et des financements demandés auprès de la Fed ont assez peu baissé par rapport aux 2 semaines précédentes. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il y a quand même un besoin de la part des banques d'avoir cette liquidité et que la Fed met toujours la liquidité à disposition. Donc ça veut dire que oui, on n'est pas dans une situation où on peut dire ça y est, tout est rentré à la normale au niveau des banques. Le gros du stress qui est un peu systémique, il a nettement régressé, mais en termes de demande de la part des banques en termes d'assistance de liquidité, donc de financement. On ne donne pas l'argent, les banques empruntent cet argent-là. Mais il y a quand même toujours de la demande qui est restée forte ces derniers jours de la part des banques en termes de liquidité. Donc vous voyez, ça vient, c'est ce genre d'élément-là où on se dit, bon, si à un moment donné le marché voulait à nouveau repartir un petit peu sur de la volatilité légère, rebondir un peu en termes de volatilité, prendre un peu les gains par rapport au dernier rallye, il y aurait ce genre d'argument à avancer et que le marché pourrait saisir aussi à un moment donné. Et puis l'autre argument, on le disait, c'est la question un petit peu de la dynamique économique. Je vous parle à l'instant, de l'aspect consommation, on voit quand même que ça fléchit. Quand vous regardez la consommation, on les a eu là pour la France, pour l'Allemagne, pour pas mal de pays européens cette semaine, et là pour les États-Unis un peu en fin de semaine, on voit quand même qu'il y a un ralentissement de la consommation. Et c'est normal, les effets de l'inflation, le crédit qui est plus cher, ça impacte la consommation. Et donc ça, c'est évidemment à mettre en parallèle avec l'activité des entreprises. Si on vend moins en volume, alors même si les prix se maintiennent encore un petit peu, et ça veut quand même dire que les entreprises, si la consommation fléchit, elles n'auront plus la capacité de remonter les prix comme elles l'ont fait en 2022, donc le pricing power va vraiment diminuer, donc on ne pourra pas accroître les marges par ce biais-là pour les entreprises, et donc il y a peut-être ce risque un peu d'impact sur les marges parce que les volumes de vente diminuent. Et l'autre côté, c'est vrai qu'on se dit aussi, oui, mais la consommation qui diminue, c'est un peu ce que veulent les banques centrales. Mais si on s'arrête sur l'aspect purement micro, ça peut quand même impacter un peu les entreprises en termes de marge, même si les entreprises, attention de bien regarder des 2 côtés du miroir, en amont, elles auront un peu moins de coûts aussi. On parle des matières premières qui ont beaucoup baissé, du transport mondial qui s'est normalisé en termes de coûts, qui est revenu sur les niveaux d'avant Covid. Donc il y a aussi quand même beaucoup moins de pression pour les entreprises en amont, sur la partie des coûts intrants. Donc ça peut quand même effectivement préserver les marges. Mais oui, la question, c'est un peu le timing pour le marché. C'est sur quoi se focalise-t-il ? Sur l'aspect positif, détente un peu de l'inflation, donc banque centrale progressivement moins agressive, etc. Ou est-ce qu'on se focalise quand même sur des ralentissements économiques liés au stress bancaire, du coût du crédit plus cher, moins de crédit, moins de consommation. Et voilà. Et ça, si le marché veut se focaliser là-dessus pendant quelques temps, malgré tout, il aurait la capacité de le faire. Parce qu'il y a quand même quelques arguments pour dire ne soyons pas plus trop optimistes sur les prochains chiffres pour les entreprises ou autres, et sur les prochains chiffres macro, parce que le débat autour de la récession peut revenir un peu. Moi, ce n'est pas un débat qui m'inquiète, parce que je ne pense pas qu'on arrive vers une récession très plongeante, le taux de chômage est encore très très faible, les salaires, même s'ils progressent moins vite, progressent toujours. Vous voyez, on n'a pas les conditions pour un décrochage complet de l'économie, mais on n'a pas non plus les conditions pour une accélération de l'économie là, dans les mois qui viennent. Donc voilà, si les marchés veulent consolider un peu à partir de maintenant, on pourrait avoir quelques prises de gains qui pourraient s'opérer, ce serait pas complètement surprenant. Voilà, mais disons que
pour terminer là-dessus, après je passe au programme pour la semaine prochaine, il me semble que les risques un peu maximum qu'on aurait pour les marchés actions dans les semaines à venir, c'est plutôt des risques de consolidation. Vous voyez, c'est pas tellement est-ce qu'on a un bear market, donc un marché baissier qui repart de 15, 20, 30%, vous voyez, un truc vraiment comme en 2008 après la chute de Lehman, vous voyez, alors que les marchés avaient déjà beaucoup baissé auparavant. Voilà, ça je ne crois pas à cette hypothèse-là d'une reprise du marché baissier. C'est plutôt est-ce qu'on repart sur un bull market vraiment très tendanciel tout de suite, voilà, maintenant qu'on a ces chiffres d'inflation, qu'on a les banques qui sont un peu stabilisées, voilà. Et ça, il me semble qu'il n'y a pas non plus les conditions pour un rallye déterminant aussi tout de suite. Les taux restent quand même élevés, voilà, même si les perspectives se sont un petit peu améliorées par rapport à l'inflation et par rapport aux banques centrales, hein, le court terme, c'est quand même des taux qui sont très chers, qui continuent d'impacter le marché immobilier, la consommation, et ça, c'est des choses dont le marché pourrait tenir un peu compte. Voilà. Donc il me semble que dans le pire des scénarios, on aura encore le droit à un peu de consolidation. Ça peut être des drawdowns, c'est-à-dire des mouvements d'amplitude de l'ordre de 10%, je pense. Hein. On pourrait très bien consolider pendant quelques temps dans des ranges de 10%. Dans le pire des cas, ce serait vraiment mon pire des scénarios, celui-ci. Et dans le meilleur des scénarios, on continue de progresser. C'est pas forcément de manière explosive, mais on progresse. On reprend les sommets d'avant-crise bancaire. Et puis, on reprend ensuite pour le DAX les sommets historiques. Et puis, on y va progressivement au-dessus. Puis, on corrige de temps en temps. Vous voyez, voilà. Je ne crois pas en tout cas à une verticalité de mouvement. Je ne crois pas à quelque chose d'exponentiel, etc. Ça me paraît peu probable. Mais ce qui me semblerait légitime, c'est une consolidation qui se poursuivrait. Et dans le meilleur des scénarios, un scénario qui serait encore aussi, mais de manière quand même très progressive. Hein. C'est-à-dire on gagne par exemple 2%, puis on en repère 1, 1,5, puis on en reprend 2. Vous voyez, quelque chose se fait quand même de manière plutôt progressive. Ce qui nous attend pour la semaine prochaine, une semaine un peu plus light que d'habitude, et tant mieux parce que les dernières semaines ont été quand même très chargées. On aura lundi d'autres indices d'activité pour la Chine, donc PMI notamment. On aura l'ISM manufacturier aux États-Unis, donc là aussi un indicateur de mesure d'activité. Mardi, on aura la décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura la balance commerciale allemande, ça c'est important pour la dynamique du commerce extérieur et l'appétit de consommation via les importations notamment. On aura une stat très importante pour la Fed, le chiffre JOLTS, c'est-à-dire le chiffre des emplois vacants aux États-Unis. On aura également les commandes industrielles américaines. Le mercredi, ce retour des commandes industrielles allemandes d'être communiquées. Et puis, à nouveau, une donnée sur l'emploi avec le chiffre ADP qui donnera une estimation des créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. Donc, le chiffre ADP qui précède de 48 heures le rapport sur l'emploi. On aura l'ISM service également. Très important celui-ci. On sait que l'inflation est surtout présente dans les services aux États-Unis. Donc voilà, l'ISM Service, tout signal de détente de l'ISM Service sera plutôt bien perçu normalement par les marchés, notamment si ça concerne la partie prix payé, etc. Donc voilà, à surveiller. Un ISM Service moins bon, normalement, sera aussi pour les marchés, alors qu'en revanche, un gros ISM Service, là, ça pourrait faire ticker le marché à la baisse en liftant un peu les taux, par rapport toujours à ces considérations d'inflation persistante. Jeudi, on aura des chiffres de production industrielle en Allemagne, et puis on terminera la semaine avec le très attendu rapport sur l'emploi. Pourquoi il est attendu ? Parce que justement, on regardera si le marché de l'emploi se détend. C'est ce que veut la Fed. Elle veut détendre ce marché de l'emploi, qu'il y ait moins de pression sur les salaires, que le taux de chômage soit un peu moins bas, que les créations d'emplois soient un peu moins nombreuses. Non pas qu'elle veuille un marché de l'emploi très dégradé, mais on sait que la boucle salaire-prix est inflationniste, donc, et quelque chose d'assez dangereux en termes de mécanique économique. Donc la Fed veut s'assurer que le marché de l'emploi se détende un petit peu pour ne pas alimenter finalement la boucle inflationniste. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.